Marie-Élise Sanson est agronome et professeure adjointe au département des sols et de génie agroalimentaire de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval. Ses champs d'expertise incluent l'agropédologie et les cycles biogéochimiques de la matière organique des sols en lien avec la séquestration de carbone dans les sols et la résilience des agroécosystèmes. Donc, Marie-Élise, je te laisse la parole. Est-ce que ça fonctionne bien? Oui? Est-ce que vous m'entendez? Oui? Parfait. Oh. Bien, bonjour à tous et à toutes. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Plaisir aussi de partager cette journée-là avec Marie-Noël et Martin, qui sont des collègues que j'apprécie beaucoup. En même temps, bon, c'est un peu gênant pour moi de présenter en dernier, sans avoir l'impression que tout a peut-être déjà été dit. Je constate aussi que je pense qu'on a une salle assez informée aujourd'hui, donc je vais peut-être passer un peu plus vite sur certaines diapositives, d'autant plus que ma présentation est supposée se terminer à... Je te donne quand même 40 minutes. OK, bon, parfait, c'est bon. Je veux juste, des fois je parle trop, fait que je vais garder le temps ici, parce que ma montre est morte. Parfait, donc moi aujourd'hui j'ai le mandat de vous parler du rôle des plantes fourragères, principalement des plantes fourragères pérennes, sur les stocks de carbone dans les sols, mais aussi sur la santé des sols en général. Oups, et j'ai oublié de dire, il y a plusieurs diapositives là-dedans que Marie-Noël et moi avons travaillé ensemble. Certaines sont à Marie-Noël. On a fait une présentation pour Agriclimat ensemble sur un sujet similaire. Et donc, Marie-Noël est co-auteure sur la présentation. Donc, merci Marie-Noël pour ta participation. C'est difficile de parler de plantes fourragères, carbone et racines sans, sans penser à Marie-Noël. Donc, voilà. Je commence quand même, je sais qu'on le sait tous là, que les sols, c'est important, mais je pense que des fois, quand même, on oublie à quel point c'est important. Puis je lis beaucoup de livres qui ont été écrits par des chercheurs sur les sols ou en géologie ces temps-ci. Puis il y a un des auteurs qui a dit quelque chose qui m'a quand même marqué, c'est que les sols, en fait, c'est la couche de transition entre la roche et la vie. Donc, c'est vraiment une phase de transition qui passe seulement du minéral, puis le sol, c'est ce qui permet d'avoir une vie sur Terre, en fait. Fait que c'est vraiment une zone de transition entre le non-vivant et le vivant. Et donc, sans sol sur la planète, il n'y a pas les plantes qu'on a aujourd'hui, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de civilisation. Notre civilisation entière est basée sur les sols, et donc les sols nous rendent une pléiade de services écosystémiques de toutes sortes. Bien entendu, on sait que même plus de 95% de ce que nous consommons provient de façon directe ou indirecte des sols. Les sols jouent un rôle aussi hyper important dans la régulation du cycle de l'eau. Hein. On le sait, on vit de plus en plus des gros épisodes d'inondation, etc. Le sol est un tampon très, très important là, au niveau de la régulation du cycle de l'eau, tant pour les inondations que pour les sécheresses. Il y a la biodiversité aussi. Il y a des stats qui sont sortis, je pense, dans les dernières années qui disent que plus d'un tiers de la biodiversité terrestre se retrouve dans les sols. Que dans une petite cuillerée à thé de sol, il y a plus de micro-organismes qu'il n'y a d'êtres vivants sur la planète Terre. Donc, les sols, c'est vraiment un univers en soi, c'est un écosystème en soi. Et bien entendu, on en entend de plus en plus parler, et aujourd'hui, on en a entendu parler plein, mais les sols jouent aussi un rôle très, très important dans la régulation du climat via le rôle dans le cycle du carbone planétaire. Et pourquoi c'est le cas? C'est ici que je vais passer un peu plus vite, mais c'est parce que, dans le fond, les sols sont très, très riches en carbone, parce que le carbone, c'est en quelque sorte le squelette de la matière organique dans les sols. Puis la matière organique dans les sols, c'est tout ce qui est vivant ou qui a déjà été vivant. Donc, tout ce qui est résidus végétaux aériens, mais aussi les racines vivantes, les racines mortes, les macros et les micro-organismes, champignons, bactéries, arthropodes, etc. Et aussi tous les sous-produits de l'activité microbienne, donc toutes les glues microbiennes qui sont produites au cours de l'activité des micro-organismes dans le sol, mais aussi la nécromasse, donc les micro-organismes qui sont morts, il reste des parois cellulaires dans le sol, etc. Et tout ça, ça fait partie des sous-produits de l'activité des micro-organismes dans le sol. Et donc, un sol, bien entendu, qui est couvert par les plantes dans le temps et dans l'espace, donc sur lequel il y a une très grande quantité et diversité de plantes, c'est un sol à chaque année qui reçoit une grosse quantité de matière organique et donc une grosse quantité de carbone.
Par contre, à partir du moment où on met un sol en culture, puis qu'on enlève la végétation native qui recouvre le sol au maximum, la nature est ainsi faite, elle n'aime pas le vide, et donc les plantes vont occuper l'espace. À partir du moment où on essaie de faire des cultures en rangée, avec des entre-rangs bien propres, bien là, on vient diminuer la quantité de matière organique qui entre dans le système à chaque année. Et les micro-organismes, eux, ils continuent leur activité, et peut-être même avec le travail du sol, ça change les conditions de surface, et ça accélère peut-être même l'activité des micro-organismes qui ont besoin, eux, du carbone pour leur activité, et comme sous-produit, ils respirent du dioxyde de carbone. Et donc, la quantité de carbone dans le sol va diminuer, et la quantité de carbone dans l'atmosphère sous forme de dioxyde de carbone va augmenter. Et ça, on n'en parle pas souvent, mais je ne sais pas si vous saviez que depuis l'avènement de l'agriculture, il y a une plus grande quantité de dioxyde de carbone qui a été émise par les sols agricoles que la quantité de carbone qui a été émise via l'utilisation des combustibles fossiles. Et donc, le fait de faire de l'agriculture, ça nous a coûté très cher au niveau des GES. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même une façon de renverser la tendance. Et encore une fois, le super-héros de l'histoire, c'est bien entendu la plante, via sa capacité à faire de la photosynthèse. Donc, comme nous, on respire de l'oxygène pour pouvoir vivre, hein, pour pouvoir fonctionner, grandir, se faire des muscles, etc., les plantes, elles, utilisent le dioxyde de carbone pour faire de la photosynthèse, donc construire des tissus végétaux. Elles ont donc la quantité de reprendre une partie de ce dioxyde de carbone dans l'oxygène, de l'accumuler dans leur tissu sous forme de matière organique, et donc du carbone sous forme solide, et éventuellement une partie de ce carbone-là, via soit les racines, les exudoracinaires, ou encore les parties aériennes qu'on retourne au sol, elles peuvent s'accumuler dans le sol sur le plus ou moins long terme. Il va toujours y avoir une partie importante du carbone qu'on retourne au sol qui va être réutilisée par les micro-organismes et re-respirée, retournée vers l'atmosphère sous forme de dioxyde de carbone. C'est normal et même c'est souhaitable. Pourquoi? Parce que c'est aussi le processus de minéralisation de la matière organique qui permet de libérer les éléments nutritifs dont la plante a besoin pour croître. C'est donc vraiment un cycle complet et c'est vraiment à la balance qu'il faut s'intéresser. Donc, c'est la balance entre les entrées de carbone dans le sol via la photosynthèse et les pertes de carbone via respiration qui viennent dicter finalement si notre sol va agir comme un puits ou comme une source de gaz à effet de serre. Et bien entendu, les deux sont possibles. On l'a vu dans le panel ce midi. Et ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est vraiment l'importance de la plante et l'importance de la photosynthèse. Parce que si on veut augmenter les stocks de carbone dans nos sols, on peut penser à différentes stratégies. Hein. On peut se dire, moi, je vais utiliser du fumier au lieu de l'engrais minéral, ou je vais utiliser du compost, des matières résiduelles fertilisantes, etc. Mais il faut savoir quand même que la meilleure stratégie, parce que de façon générale, les intrants organiques sont assez bien valorisés sur le territoire, le fumier est déjà tout appliqué. Et donc, pour vraiment venir augmenter la séquestration de carbone de façon nette dans nos sols au Québec, la meilleure façon, c'est vraiment d'augmenter la quantité de photosynthèse faite par les plantes sur une même unité de surface. Donc, on veut vraiment maximiser les entrées de carbone au sol qui sont faites via la photosynthèse. Puis, dans un très bon article qui a été publié récemment par Driver et al. En 2022, c'était une étude qui s'intéressait aux meilleures solutions climatiques naturelles pour le Canada. Et ce qui ressortait vraiment de ça, c'est que à l'échelle du pays, la conservation des prairies et des pâturages actuels, c'était vraiment une de nos meilleures stratégies naturelles pour le climat. Et donc, ce que ça vient dire, c'est comment on fait là, pour avoir l'impact le plus positif possible sur les GES avec la gestion de nos ressources. Et c'est vraiment, finalement, de maintenir les prairies et les pâturages. Pourquoi? Parce que ce sont des sols, bien entendu, qui sont couverts par des plantes au maximum dans le temps et dans l'espace. Donc, tant au niveau de la longueur de la saison de croissance qu'au niveau de la couverture du sol dans l'espace, les plantes pérennes, c'est certain qu'ils ont un net avantage par rapport aux cultures annuelles, par exemple.
Puis là, depuis tantôt, on parle beaucoup de carbone, puis l'importance de séquestrer du carbone. Mais ce que je veux rappeler ici, c'est qu'il n'y a pas que le carbone. Hein. Le carbone, on ne veut pas séquestrer du carbone dans les sols juste parce que crédit carbone ou juste parce qu'on veut dire qu'on est carboneutre. Ce qu'il faut toujours se rappeler quand on parle de ces sujets-là qui sont très complexes, et des fois, c'est tellement complexe que ça peut paraître décourageant. Hein. Quand on entend des producteurs parler comme ce midi, des fois, on se dit, ben là, ça vaut-tu vraiment la peine? Mais oui, ça vaut la peine parce qu'il faut vraiment se rappeler de tous les autres services écosystémiques qui sont rendus par cette matière organique-là. Séquestrer du carbone dans les sols, ce n'est pas juste pour séquestrer du carbone, c'est pour tout le reste. Donc, le carbone qui est dans la feuille, quand il est retourné au sol, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de la nourriture pour les micro-organismes. Pour qu'on ait une grande quantité et diversité de micro-organismes dans le sol qui sont actifs, ça nous prend une grande quantité et diversité de produits organiques qui sont retournés au sol à chaque année. Donc, c'est de l'énergie et une source de nutriments aussi pour ces petits micro-organismes-là, qui se mettent à proliférer à partir du moment où il y a assez de nourriture pour tout le monde. Hein. Donc là, c'est un buffet, activité microbienne, les micro-organismes croissent et se mettent à faire des glues pour faire des communautés microbiennes, etc. Et via ce processus-là métabolique, la matière organique est dégradée tranquillement. Il y a de l'émission de dioxyde de carbone, comme je l'ai dit tantôt, et c'est normal. Et il va y avoir aussi en parallèle libération dans le sol d'éléments fertilisants pour la plante, comme par exemple, on peut passer à l'azote. Et donc, ça joue aussi un rôle très, très important dans la fertilité du sol. Ensuite, les sous-produits de cette activité microbienne, donc comme je disais tout à l'heure, on peut penser à la micromasse, les corps morts des micro-organismes, ou encore les exsudats microbiens, donc les substances organiques qui vont excréter pendant leur activité métabolique, ce sont des molécules très, très riches en carbone aussi, mais qui ont une affinité très, très forte avec les surfaces minérales réactives dans le sol. Qu'est-ce que c'est ça? On peut penser par exemple aux argiles. Donc ici, c'est ma représentation personnelle d'un phyllosilicate. Donc, un petit feuillet d'argile ici. Et en vert, c'est ma représentation personnelle des exsudats microbiens. Donc, voilà, ces exsudats microbiens-là, ces sous-produits de l'activité microbienne, ont une affinité chimique très, très forte, par exemple avec les argiles. Et donc, ça va venir faire ce qu'on appelle un complexe organo-minéral, n'est-ce pas? Donc, une association chimique très solide entre de la matière organique riche en carbone et des particules minérales réactives. Et ça, c'est le premier niveau de stabilisation de la matière organique dans le sol. Donc, ça nous permet de stabiliser finalement du carbone dans le sol sur le long terme. Ensuite, il y a aussi un deuxième niveau de protection physique de la matière organique dans les sols, et c'est l'intégration de ces complexes organominéraux au sein des agrégats. Les agrégats dont la présence et la stabilité est aussi assurée finalement par l'activité microbienne et aussi par le développement de systèmes racinaires diversifiés, d'ifs fongiques, de glues microbiennes, etc. Donc, ce sont tous des facteurs finalement qui vont venir améliorer la quantité et la stabilité des agrégats qu'on a dans le sol. Et ultimement, on le sait tous, de beaux agrégats, une belle structure de sol, il y a une pléiade de facteurs positifs là, qui viennent avec ça, comme par exemple l'amélioration des propriétés non seulement physiques, mais aussi chimiques et biologiques. Donc, un sol qui a une belle structure, c'est un sol qui est mieux aéré, donc propice pour l'activité microbienne. C'est aussi un sol qui va mieux se ressuyer lors d'un gros coup d'eau. Après un gros coup d'eau, on va se ramasser moins en situation anoxique pour les racines. L'eau va mieux circuler dans le sol. C'est aussi un sol qui va mieux retenir l'eau. Et donc, si on se retrouve plus tard avec des conditions de sécheresse, un sol avec une belle structure, des beaux agrégats, beaucoup de matière organique, c'est un sol qui va être plus résilient face aux sécheresses, plus résilient face à l'érosion, face à la compaction, etc., etc., etc. Et donc, séquestrer du carbone dans les sols, ce n'est pas seulement pour la lutte au changement climatique, mais c'est aussi pour l'adaptation au changement climatique, pour avoir plus de résilience face aux défis qui s'en viennent dans les prochaines années. Donc ça, c'était mon petit speech d'introduction. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Donc, c'est bien beau de se dire, OK, oui, bon, le carbone, on en veut, etc., mais bon, c'est-tu si pire que ça? Il me semble qu'au Québec, ils nous disent que ça va bien. Donc, je vais faire quand même un petit topo de c'est quoi l'état des stocks de carbone, en commençant par l'échelle globale, puis en se rapprochant de plus en plus des conditions du Québec. Donc, c'est quoi l'état de la santé des sols à l'échelle de la planète?
Bien, comme je le disais tantôt, hein, les sols, non seulement ils assurent la production de nourriture pour l'espèce humaine et pour les espèces animales aussi, mais en plus, c'est une ressource qui est non renouvelable. Hein. 1 centimètre de sol, ça prend plusieurs centaines, voire même des milliers d'années avant d'être produit, et c'est une ressource qui se dégrade beaucoup plus vite qu'elle ne peut se renouveler. Donc, c'est une ressource qui est finie. Et d'ailleurs, Martin, je te l'annonce, mais j'ai lu moi aussi le livre Dirt. Et justement, c'est un livre qui fait un beau travail historique et qui raconte comment, finalement, l'extinction, ou en tout cas le déclin de très grandes civilisations au cours de l'histoire de l'homme a été expliqué finalement par l'épuisement des sols. Et en quelque sorte, je pense qu'on est en train de faire la même chose. On est en train de faire la même chose, donc l'histoire est en train de se répéter. C'est une très belle lecture si jamais ça vous intéresse. Mais enfin, tout ça pour dire que c'est une ressource non renouvelable à laquelle il faut vraiment s'intéresser si on veut assurer finalement un avenir pour l'humanité. À l'échelle actuelle, selon un rapport de la FAO, globalement, environ 1/3 des superficies arables à l'échelle de la planète seraient considérées comme étant dégradées. Donc, différents types de dégradation, certains cas salinisation, érosion importante, problèmes de structure, etc. Mais on parle d'1/3 des superficies à l'échelle de la planète. Et même Evans et Al a fait une modélisation. Puis, si on continue à appliquer les mêmes pratiques partout, il y aurait un cinquième de ces surfaces-là qui aurait une espérance de vie de moins de 100 ans à l'échelle de la planète. Donc ici, c'était surtout basé sur l'érosion. Mais quand même, là, d'ici 100 ans, on perdrait complètement un cinquième de nos surfaces arables à l'échelle de la planète. Donc, c'est vraiment énorme. Parallèlement à ça, bien entendu, qui dit sol qui se dégrade, dit dégradation aussi de la productivité de ces surfaces-là. Et donc, le même rapport parle de perte de 20 à 70 du contenu en carbone et un déclin de la productivité sur environ 20 des superficies arables. Donc, c'est quand même incroyable. Nos connaissances s'améliorent, les technologies, et on parle d'agriculture de précision, il y a des drones, etc. Mais le rendement actuellement diminue sur 20 de nos superficies à l'échelle de la planète. Donc, ça, c'est à l'échelle globale. Là, vous me dites, oh, ben oui, c'est là où il fait chaud, là, dans les désertifications, etc. Là, nous autres, ça va bien. Bien, c'est sûr que nous autres, on est chanceux au Canada. Hein, on part avec des stocks de carbone qui sont très, très élevés à cause de notre condition géographique, à cause de notre climat, puis à cause des sols qu'on a de façon naturelle avec la végétation qui se trouvait dans les derniers millénaires. Par contre, bien, je ramène cette figure que vous commencez peut-être bien à connaître, mais encore une fois, c'est une modélisation faite par Fan et collaborateurs publiée en 2019 qui modélise finalement l'évolution des stocks de carbone dans les sols du Canada entre 1971 et 2005. Et ici, j'ai fait un zoom sur le Québec parce que c'est à ça dont on s'intéresse aujourd'hui. Et bon, c'est estimé avec le modèle ROTC et pour les 20 premiers centimètres de sol, mais ce qu'on remarque quand même, donc les changements annuels de stock de carbone en termes de pourcentage pour le Québec, on parle de perte. Bien entendu, on est en dynamique de perte pour le carbone et en dynamique de perte assez importante. Donc, on parle de pertes ici là, pour le Québec qui peuvent varier là, quelque part, surtout entre 0, disons, et 1 de perte de nos stocks. Donc, c'est quand même non négligeable. Et quelle est la raison? Il y en a quelques-unes. Parmi celles-ci, il y a le très, très gros changement du paysage agricole québécois au cours des dernières décennies. Et donc, ici, c'est un graphique là, dont la source est Statistique Canada et l'Institut de la statistique du Québec. Et je sais que Marie-Noël et moi, des fois, on n'a pas exactement le même pourcentage, mais tu me diras, Marie-Noël, si ça convient comme ça. Donc, entre 2006 et 2020, on remarque qu'il y a une diminution de nos superficies en pâturage. C'est la même chose que diminution de nos superficies en pâturage d'environ 39 entre 2006 et 2020. C'est même pas 20 ans, là. On parle de 39 de nos superficies, c'est vraiment énorme. Et tout ça, bien, principalement au bénéfice des cultures annuelles comme le maïs et le soya. Et donc ça, bien entendu, ça a un impact. On comprend tous pourquoi ça se passe, n'est-ce pas? Hein? Il y a plein d'autres facteurs socio-économiques qui font en sorte qu'on voit ces phénomènes-là arriver. Mais il faut quand même penser à l'impact que ça va avoir justement sur la santé de nos sols et sur les stocks de carbone dans nos sols.
Et ici, c'est le graphique de Marie-Noël adapté d'un article publié par Johnston et al. En 1988, c'est bien parfait. Et donc, c'est le carbone organique des sols en termes de pourcentage entre 1950 et 1980. Et on peut vraiment voir ici, là, sous-culture annuelle versus sous-prairie, la grande différence et la dynamique aussi d'évolution à partir du moment où on part d'une prairie et qu'on met un sol en culture annuelle. Donc, c'est vraiment une tendance, là, puis vous voyez ici, on est quand même sur un horizon de 30 ans, donc il ne faut pas se dire, 5 ans plus tard, ça va être réglé, on va être à l'équilibre. Non, non, c'est des pertes qui peuvent s'étirer sur des dizaines d'années, suivant un changement aussi important là, dans l'utilisation d'un sol. De façon générale, une moyenne très, très moyenneuse. On peut dire qu'au Québec, les sols sous culture annuelle contiennent environ de 15 à 30 moins de matière organique que leurs homologues sous prairie. Donc, c'est ce qui fait en sorte aussi, entre autres, qu'on peut observer des cartes un peu comme ça. Ici, c'est une carte de Marc-Olivier Gasser qui fait du très bon travail aussi là, en lien avec la matière organique des sols au Québec. Mais c'est sûr qu'au Québec, actuellement, la dégradation des stocks de carbone est surtout concentrée dans les zones agricoles à forte concentration de culture annuelle. Et donc, en périphérie de Montréal, ici, on le voit. Donc, je ne sais pas si le graphique est peut-être un petit peu petit, là. Mais ici, on voit le pourcentage de matière organique. Donc, en jaune très pâle, on est plutôt dans le 4 %. Et plus on va dans les couleurs qui tirent vers le rouge, plus les stocks sont élevés. Et donc, on regarde ça, puis on se dit, tu sais, 4 % c'est encore pas si pire. On a beaucoup de sols qui sont encore à 5, 6, 7 %. C'est vrai. Par contre, Agriculture agroalimentaire Canada prévoit des risques élevés de dégradation partout au Québec pour le futur. Et qu'est-ce qui explique ça? Bien, ici, c'est encore un travail de modélisation de Marc-Olivier Gasser qui démontre l'évolution de la matière organique entre 2010 et 2100. Donc, c'est amusé, en fait, Marc-Olivier à rouler un scénario pour le Québec. Donc, pour la province en entier, il a pris un scénario RCP 8.5, qui veut dire un scénario de changement climatique qui fait en sorte qu'on maintient le taux d'augmentation annuelle des émissions de gaz à effet de serre au niveau de la planète. Donc, si ça, c'était le cas, ça serait quoi l'impact sur les stocks de carbone dans nos sols? Parce qu'il faut savoir que l'augmentation de la température peut influencer l'augmentation de la minéralisation de la matière organique dans le sol. Et donc, même si on ne change pas nos pratiques agricoles, qu'on garde ça comme ça, bien, il y a beaucoup de chances, en fait, que nos sols se mettent à émettre plus de carbone dans les années à suivre, simplement à cause de l'augmentation des températures. Donc, considérant l'effet de l'augmentation des températures et éventuellement aussi le fait que l'augmentation des températures risque de faire en sorte que de plus en plus, les producteurs de l'Est et du Nord vont se mettre à abandonner les cultures pérennes pour se retourner vers les cultures annuelles, eh bien, à quoi on peut s'attendre selon les différentes régions du Québec en termes de diminution de la matière organique dans le sol? C'est le travail que Marc-Olivier et ses collaborateurs ont fait ici. Donc, ils ont divisé le Québec en différentes zones, donc zone 1 à 6 du chaud vers le froid. Et le graphique que vous avez ici, c'est l'évolution des stocks entre 2010 et 2100, tel que prédite par le modèle utilisé. En rose pâle, c'est considérant seulement les changements climatiques, donc l'augmentation de la température. Et en rouge, ici, c'est lorsque Marc-Olivier a considéré le changement, l'augmentation de la température, mais aussi le changement dans les rotations. Donc, le fait que certains producteurs vont sûrement se retourner plutôt vers les cultures annuelles parce qu'ils vont gagner des UTM. Et on voit quand même là ici que ce qui est prédit, c'est des pertes qui sont relativement importantes. Donc ici, on est en termes, je ne sais pas pourquoi mon échelle n'est pas là, mais ici, on est en termes de pourcentage. Donc, on a des pertes là, selon les régions qui peuvent aller jusqu'à plus de 1 % simplement à cause des changements climatiques d'ici 2100. Et ces changements-là, en fait, sont exacerbés dans les régions périphériques, bien entendu, où le climat est actuellement plus froid et où on risque aussi d'avoir une plus grande proportion de producteurs qui vont se retourner vers les cultures annuelles. Donc, c'est le topo pour le Québec en ce moment. Maintenant, on va se rappeler ensemble, tout le monde, pourquoi et comment les plantes pérennes sont utiles pour les sols, tant au niveau des changements climatiques, mais aussi de la résilience et de la durabilité de nos systèmes. Donc, c'est ici qu'on tombe dans le sujet des racines, bien entendu, parce qu'on en a entendu parler aussi tout à l'heure, à quel point, dans le fond, les parties aériennes, oui, c'est bien beau, mais il y a toute cette partie cachée
sous la plante qui joue un rôle très, très important aussi, tant dans la séquestration de carbone que dans tous les autres services rendus par les sols. Et ce sont les racines vraiment des plantes pérennes qui jouent un rôle majeur dans une grande partie de ces services-là. Donc, ces racines-là qui sont nombreuses et qui se renouvellent constamment, ben, c'est sûr qu'elles représentent un apport très, très important de matière organique pour les sols. Et en plus des racines elles-mêmes, ben, ces racines-là excrètent dans le sol des molécules organiques aussi au cours de leur activité, donc ce qu'on appelle les exsudoracinaires. Et tout ça, bien, ça fait en sorte que ça nourrit les micro-organismes et différents types de micro-organismes. Parce que les micro-organismes, il y a des micro-organismes qui vont être plus intéressés par une racine qui vient de mourir, puis d'autres micro-organismes vont être plus intéressés par les petits exsudoracinaires facilement disponibles. Les racines, on dit qu'ils jouent un rôle très, très important dans les stocks de carbone dans les sols, parce que pour les plantes pérennes, c'est environ 45 à 65 du carbone des racines des plantes qui va au sol chaque année. Et en plus, ben, on estime que le carbone des racines est environ 5 fois plus stable dans le sol que le carbone des parties aériennes. Et donc, quand on retourne des résidus aériens au sol, donc des feuilles, des tiges, etc., on estime qu'il y a environ 8 du carbone qu'on applique qui va se stabiliser. Le reste va finir par être retourné vers l'atmosphère sous forme de dioxyde de carbone. Et environ 45 du carbone qui va se stabiliser quand on parle plutôt des racines. Oui, il va falloir que je retravaille mon système racinaire du maïs. mais l'intention était bonne, hein, je travaille fort là-dessus. Donc, les racines sont au cœur des bénéfices associés aux plantes pérennes. Donc, ici, c'est un graphique, encore une fois, là, de Marie-Noël, donc qui montre vraiment la différence de production de biomasse racinaire entre les plantes pérennes et les plantes annuelles. Donc, vraiment, ici, on passe là, de 0, pas de 0, là, mais un peu plus de 0 tonnes de matière sèche par hectare. Pour les plantes pérennes, on va jusqu'à 20 tonnes de matière sèche par hectare. Donc, c'est vraiment des différences qui sont vraiment importantes et significatives là, en termes de quantité de matière organique qui est retournée au sol à chaque année. Puis là, attention ici, on parle seulement de biomasse racinaire, on ne parle même pas d'exsudoracinaire, n'est-ce pas? Donc, si on ajoutait les exsudoracinaires en plus, la différence serait encore plus importante. Et donc, ça, c'est pour le carbone, mais il y a Martin aussi tout à l'heure qui nous a parlé d'azote pour nous parler des émissions. Et ça, c'est d'ailleurs un graphique. Je m'excuse si je me suis rendu compte tout à l'heure que la référence n'était pas bonne. C'est Niranessa, hein? C'est Judith Niranessa. Qui a fait ce travail-là, et ça, c'est adapté d'un graphique de Martin, justement, mais qui donne les résultats, finalement, d'une étude long terme qui comparait différents systèmes de production, donc des cultures annuelles fertilisées avec de l'engrais minéral, des cultures annuelles fertilisées avec un mélange de fumier et d'engrais minéral, et la même chose ici, fertilisée avec fumier et engrais minéral, mais avec un système qui incluait des plantes pérennes dans la rotation. Ici, on s'intéressait à aller voir l'effet finalement sur l'azote du sol. Donc ici, on a l'azote total sur cet axe-ci en grammes par kilogramme. Et donc, on voit quand même que le fait, bon, c'est sûr, ajouter du fumier, hein, du fumier, c'est la matière organique, c'est du carbone. Donc, on a un effet quand même bénéfique aussi sur l'azote parce que la matière organique contient également de l'azote. Par contre, cet effet-là est encore plus important quand on applique le fumier sur une rotation qui inclut des plantes pérennes. Donc, les plantes pérennes, elles aussi, vont contribuer à augmenter le stock de matière organique dans le sol et donc la quantité d'azote. Mais ce qui est super intéressant avec cette étude-là, c'est qu'au niveau de la capacité du sol à fournir de l'azote, bien, on a vraiment aussi une très belle interaction entre la présence de plantes pérennes et l'utilisation d'engrais organiques. Donc ici, ce qu'ils ont observé, c'est vraiment une croissance exponentielle de la capacité du sol à fournir de l'azote en passant d'un système conventionnel avec culture annuelle et fertilisation minérale vers un système où on vient vraiment plus maximiser là, le retour et le roulement de la matière organique, donc avec des plantes pérennes et l'utilisation de fumier. Et ça, c'est vraiment intéressant et pertinent, tant au niveau environnemental qu'agronomique, parce qu'il faut se rappeler que dans plusieurs cas, en fait, la plante, même si elle est fertilisée avec des engrais minéraux, plus de 60% de l'azote qui est prélevé par la plante ne provient pas de l'engrais, provient du sol lui-même. Donc, le fait de nourrir son sol, ça nous permet de beaucoup mieux nourrir la plante. Puis, ça permet aussi, finalement, à la plante d'avoir accès aux nutriments au moment où elle en a accès.
Ce qui ne veut pas dire qu'il faut démoniser les engrais minéraux, n'est-ce pas? Mais ça veut dire quand même que le sol agit toujours comme un garde-manger très important pour la plante. Et donc, de garder un sol riche en éléments nutritifs, c'est toujours une bonne idée pour avoir un sol fertile et en santé. Donc, oui, effet positif sur le carbone du sol, sur la fertilité du sol, effet positif aussi sur la stabilité structurale. Donc, ici, on ne le voit pas, mais c'est un essai qui a été mené par Denis Anger dans les années 90 au Québec. Et, bon, il a regardé l'effet de différents systèmes sur différents paramètres de sol. Et ici, c'est le diamètre moyen pondéré des agrégats entre l'an 1 et l'an 5, et c'est quand même frappant de voir que la culture de maïs, finalement, là, se rapproche beaucoup de la jachère, donc pas vraiment de différence entre un maïs ou une jachère. Par contre, quand on regarde le traitement sous luzerne, bien là, on voit qu'il y avait un effet très, très positif de la présence de la luzerne sur le diamètre moyen pondéré des agrégats et qui se construisait comme ça au fil des ans, de l'an 1 à l'an 5. Ce sont des résultats qui peuvent être observés aussi sur d'autres essais avec différentes cultures pérennes. Donc, ici, il y a la contribution encore les photos de Mireille Thériault, fournies par Marie-Noël. Et ça, c'est une photo de Martin. Comme je disais tantôt que j'étais contente de collaborer avec de très bons collègues. Voilà, et puis qui montre justement l'importance aussi des racines, oui, mais aussi des ifs fongiques sur la stabilité structurale. Donc, c'est toujours, on en parle puis on montre des graphiques, mais c'est toujours le fun aussi de voir des images. Donc, on a des petits agrégats ici qui sont stabilisés là, au milieu d'un réseau d'ifs fongiques et de racines. Et donc, ça nous donne une image plus concrète du phénomène. Les plantes pérennes sont aussi une belle façon d'améliorer l'abondance microbienne des sols. Donc ici, on a, c'est une méta-analyse qui a été faite en 2020. La barre de référence, ici, c'est une culture conventionnelle labourée. Et on voit que, bon, si on passe du labour vers le chisel, on a un petit effet, je ne sais même pas si c'est significatif, là, au niveau de la biomasse microbienne. Annuel semi-direct, bon, pas super évident non plus. Au niveau, par exemple, des plantes pérennes, bien là, on vient vraiment avoir un bel effet des plantes pérennes, finalement, sur la biomasse microbienne. Donc, on parle de 3 fois plus de biomasse microbienne qu'un sol labouré. Alors, c'était pour faire un petit topo de tous les services qui peuvent être rendus par les plantes pérennes. Maintenant, on va passer assez rapidement sur la gestion des cultures pérennes pour la santé des sols. Donc, comment on fait pour maximiser, finalement, ces bénéfices-là. Et la première chose peut-être qu'il faut mentionner, c'est au niveau des mélanges d'espèces. Donc, l'importance, tout à l'heure, je vous disais, plus on a de plantes qui couvrent le sol, mieux c'est, oui, mais plus on a de diversité aussi, mieux c'est. Parce que nos micro-organismes, là, il y en a une pléiade dans le sol, puis chaque petit micro-organisme a sa petite préférence. Donc, plus on a de plantes différentes, plus on a de systèmes racinaires différents, plus on vient multiplier finalement les bénéfices là, offerts par les plantes pérennes. Donc, les mélanges d'espèces pérennes, légumineuses, graminées, qui ont des services différents dans le sol, bien, le fait de faire des mélanges, ça peut permettre d'améliorer les rendements, ça peut avoir un effet aussi sur la valeur nutritive, sur la lutte aux mauvaises herbes, la biodiversité et la résilience face aux perturbations. Et si jamais vous voulez en savoir plus par rapport au mélange d'espèces d'espèces pérennes, bien, il y a une présentation AgriClimat qui est disponible en ligne, qui a été faite par Marie-Noël, où il y a beaucoup plus d'informations là, sur le choix des mélanges. Ensuite, on a déjà dit plus de racines, plus d'apport en carbone, augmenter le nombre d'espèces en mélange, ça favorise le stockage de carbone, surtout en sol dégradé. Mais outre le nombre d'espèces, bien, il y a le choix des espèces dans le mélange aussi qui joue un rôle important. Et ici, c'est encore une fois une diapo adaptée d'une diapositive de Marie-Noël. Et qui démontre, issu même de ses travaux, de ses propres travaux, et qui démontre finalement l'effet de différents mélanges d'espèces sur la biomasse racinaire produite dans des mélanges 80% luzerne et 20% graminées, au Québec sur une moyenne sur 5 ans, avec une moyenne sur 5 ans. Et ici, donc, ce sont le mélange MO pour luzerne seulement, mélange M1, luzerne, fléau des prés, donc vous comprenez le concept. Et ce qu'on veut faire remarquer ici, c'est que les deux mélanges qui se démarquent dans ce cas-ci contiennent de la fétuque élevée.
Donc, la fétuque élevée qui vient avoir un effet très important sur la quantité de biomasse racinaire produite dans le système et donc on peut penser éventuellement sur l'accumulation de carbone dans le sol. Il y a aussi d'autres espèces, bien sûr, qui peuvent rendre ce service-là, mais dans le cas de cette étude-ci, c'était assez probant au niveau de la fétuque élevée. Ensuite, il y a la gestion de la fertilisation aussi. Donc, ma prairie, si je lui mets de l'engrais minéral, vous me dites, ben oui, mais là, depuis tantôt, tu dis, on augmente la photosynthèse, on augmente les stocks de carbone. Oui, c'est vrai, une plante qui fait plus de photosynthèse va faire plus de matière végétale et donc va sûrement retourner un peu plus de matière organique au sol. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait d'ajouter de l'engrais minéral organique, ça peut aussi accélérer la minéralisation de la matière organique qui était déjà présente dans le sol. Donc, quand moi, je mets juste de l'azote dans le sol, le micro-organisme me dit « Hey, gang, c'est le fun, on a de l'azote. » Oui, mais attends, là, nous, on n'a pas besoin juste d'azote, ça nous prend du carbone aussi pour fonctionner. Donc là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre à utiliser le carbone qui est présent dans le sol. Donc ça, c'est quelque chose qu'on appelle le priming effect dans notre jargon. Et c'est quelque chose qui peut arriver quand on utilise de l'engrais minéral sous certaines conditions, je ne dis pas tout le temps, mais il peut se produire un effet de priming effect et donc de minéralisation de la matière organique qui était déjà dans le sol. Et donc, globalement, on peut dire que l'utilisation d'engrais minéral, ça a un effet un peu mitigé, là, un peu limité probablement de façon très, très générale sur le carbone du sol dans notre climat qui est frais et humide. Par contre, c'est sûr que si on vient fertiliser avec un engrais organique, là, qui dit engrais organique, dit matière organique, dit carbone. Et donc, l'engrais organique, bien entendu, vient apporter, oui, de l'azote, mais il vient apporter du carbone en même temps. Donc, on a déjà un meilleur équilibre entre nos apports. Les micro-organismes vont recevoir en même temps du carbone et de l'azote. Peut-être un peu moins de chances de faire du priming, mais ça se peut que ça arrive quand même. Cela étant dit, quand on apporte de la matière organique au sol, on augmente nos chances de stabiliser du carbone dans le sol et il y a un effet très, très important du taux d'application. Donc, encore une fois, plus on applique de matière organique, plus on a de chances qu'il y ait de carbone qui se stabilise dans le sol. Et là, attention, je ne vous invite pas à dépasser les abacs d'application de fumier et de lisier, mais au niveau scientifique, quand même, plus on applique de matière organique, plus on a de chances qu'il s'en stabilise dans le sol. Et ça, c'en est la démonstration. Ensuite, tout à l'heure, je vous ai parlé aussi de la belle interaction positive ou de la synergie, finalement, entre les plantes pérennes et l'application de fumier. Et ici, c'en est un autre exemple. Donc, cette fois-ci, une étude publiée par Émilie Maillard de Culture Agroalimentaire Canada. Donc, la comparaison de 2 séquences culturales pendant 21 ans sur les stocks de carbone du sol. Donc, on compare une monoculture de céréales, donc ici, dans ce cas, de l'orge, à des cultures fourragères pérennes, mélange trèfle rouge et fléole des prés, avec une céréale en plante-abri à l'établissement. Et chacune des séquences a été faite avec fertilisation minérale en bleu ou organique en vert. Et donc, on voit ici vraiment, encore une fois, une très belle valorisation des engrais organiques, donc du lisier de bovin, qui se fait sur les cultures fourragères. Donc là, ici, c'est les stocks de carbone. Tout à l'heure, on parlait de l'azote. Mais on voit la même chose sur les stocks de carbone, donc une différence significative là, au niveau des stocks de carbone quand on utilise du lisier de bovin sous culture fourragère, mais pas sous monoculture de céréales. Et donc, les systèmes pérennes nous permettent vraiment aussi de bien valoriser les éléments qu'on applique au sol. Donc, dans ce cas précis de cette étude, en fait, ils se sont rendus compte que jusqu'à 38 % du carbone appliqué via l'engrais organique était effectivement retenu par les sols quand on était sous un système de culture fourragère, ce qui est un très, très bon taux de rétention là, quand on compare, par exemple, si on retourne des résidus végétaux sur un sol, on parle plutôt de 10-15 % de taux de rétention. Donc, il y a un taux de rétention de 38 %, c'est très, très élevé. Alors, on a parlé beaucoup de cultures fourragères et de leur importance. Ensuite, il faut quand même, on est sur le plancher des vaches, il faut rester réaliste, puis on va continuer de faire des productions annuelles. C'est pas demain qu'on va arrêter de faire du blé ou du maïs ou du soya, n'est-ce pas? Donc, il y a quand même des belles solutions qui existent aussi. Je voulais en tirer un mot, et là, je suis désolée, mes titres ne sont pas les bons ici. Mais j'ai ramené ce petit tableau que je vous ai présenté au début pour vous parler de l'importance des prairies et des pâturages. Puis je l'ai ramené pour vous montrer quand même qu'au niveau des cultures de couverture, il y a un très beau potentiel. Donc, faire des cultures annuelles, oui, les faire mieux,
Encore oui. Donc, oui, il y a un bon potentiel quand même au niveau de l'utilisation des cultures de couverture et les cultures de couverture sont liées à plein de co-bénéfices aussi. Encore une fois, on vient maximiser la quantité de photosynthèse, on vient diversifier aussi les espèces qui couvrent le sol. On peut peut-être dire malheureusement, mais même si on connaît tous les services rendus par les cultures de couverture, en 2015, en moyenne, il y avait seulement 13,7 % des surfaces cultivées au Canada qui utilisaient les cultures de couverture. Donc, le taux d'adoption, en tout cas en 2015, je n'ai pas de données plus récentes, mais était encore relativement faible. Et pourquoi? Bien parce que, encore une fois, comme le fait de dire qu'on veut conserver nos superficies en plantes pérennes, ça implique plein de facteurs sociaux et économiques, les raisons pour lesquelles c'est plus difficile qu'on ne le voudrait. Bien, c'est la même chose aussi pour les cultures de couverture. Donc, le changement global dans les pratiques agricoles, vous le savez, ce n'est pas vraiment une mince affaire. Ça implique plein de facteurs qui sont à la fois sociaux, mais aussi des facteurs de disponibilité de l'information, de transfert de l'information, de tolérance au risque aussi de la part des producteurs, de connaissance, de perception du risque, etc. Et ça, c'est des résultats que je trouve super intéressants de collègue Callum Morrison. Ça a été fait en 2020 en Ontario. Ils ont fait une enquête auprès de 520 fermes qui utilisent des cultures de couverture et 211 fermes qui n'en utilisent pas. Puis là, eux autres, ils voulaient savoir pourquoi au Canada, on a de la misère à faire adopter les cultures de couverture. Au niveau des plus grands défis, ce que les producteurs ont identifié, c'était à 30 % quand même un établissement difficile. Donc, il faut se rappeler aussi qu'on est au Canada. Au Québec, c'est peut-être encore pire. Notre saison de croissance est limitée. Donc, au niveau d'un bon établissement de la culture de couverture après la culture principale, bien, ça peut poser des fois certains défis au niveau agronomique. Bon, pareil ici, la fenêtre pour se semer à l'automne, il y a 27 % des producteurs qui l'ont relevé. Et au niveau des coûts additionnels, on parle de 25 %. Maintenant, au niveau des barrières à l'adoption, donc ça, c'est les producteurs qui n'ont jamais utilisé les cultures de couverture. Ils leur ont demandé pourquoi n'en avez-vous jamais utilisé. Encore une fois, les coûts reviennent. Donc, ils disent, ben moi, les coûts additionnels là, pour me lancer là-dedans, ça ne me tente pas, à 41 %. Les équipements, on parle de 36 %. Fenêtre pour semer à l'automne, encore une fois, 30 %. Et ne pas savoir par où commencer, 24 %. Et donc, ça, ce que ça vient nous dire, c'est qu'on a quand même aussi encore des défis au niveau agronomique pour développer des systèmes qui vont être tentants là, pour l'adoption sur des plus grandes surfaces. Et donc, c'est ce qui me mène à la conclusion. Je sais qu'aujourd'hui, on m'a mandaté pour parler du carbone du sol. Ça me fait toujours plaisir de parler de carbone parce que c'est là-dessus que je travaille, puis c'est mon chouchou. Mais en même temps, je veux rappeler aussi que si on parle de carbone, encore une fois, c'est pas juste pour séquestrer du carbone dans les sols, pour se mettre un label ou pour avoir des crédits carbone. C'est aussi pour toutes les autres raisons liées à la durabilité des systèmes, à la rentabilité aussi. On ne se cachera pas que les producteurs et productrices qui font attention à leur sol puis qui gardent un sol en santé avec une bonne banque d'éléments fertilisants et de carbone, c'est probablement ceux qui vont être plus résilients face aux aléas climatiques puis qui vont être plus rentables aussi quand il va y avoir des années difficiles. Et donc, tout ce qui est protection contre l'érosion, biodiversité du sol, production primaire, régulation du climat, qualité de l'eau, tout ça, c'est à prendre en compte quand on prend une décision en lien avec le carbone du sol, puis il ne faut pas perdre ça de vue. Donc, la séquestration du carbone dans les sols, ça demeure souhaitable et voire même essentiel, même en dehors des considérations climatiques. Et au Canada, c'est sûr, encore une fois, que de conserver les superficies actuelles en prairies, ça représente vraiment notre levier le plus important pour assurer la santé de nos sols et aussi la résilience de nos systèmes pour le futur. Favoriser les mélanges d'espèces, valoriser nos engrais organiques sur les prairies ou les cultures pérennes, faire une gestion adéquate de nos pâturages et, dans le cas où on fait des cultures annuelles, essayer de voir comment on peut faire des cultures de couverture ou, en tout cas, diversifier là, les plantes qui sont présentes dans notre rotation, essayer de maximiser la couverture de sol dans le temps et dans l'espace. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup. C'est la fin de la journée. Vous avez été patients et je nous invite à continuer de travailler tous ensemble parce que c'est vraiment un travail d'équipe. J'entendais tantôt les gens dire on dirait que la science, ça change, puis
ben, c'est vrai, tu sais, puis nous aussi, on se lance là-dedans, puis on se dit, ah, c'est une bonne question, ça, puis on creuse, mais c'est vraiment un travail d'équipe, puis un feedback, je pense, entre les chercheurs, les conseillers, puis les producteurs, qui fait qu'on avance plus vite tout le monde ensemble. Donc, continuons à travailler ensemble pour trouver des solutions. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Élise. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions? J'aimerais t'entendre un peu plus sur, peut-être pas la place, ou dire qu'on a une référence, là, la fameuse matière organique de sol, la matière organique particulière, la matière organique associée aux minéraux, tout ça. Naturellement, j'ai gradué en 83 puis en 2000, alors ça m'a fortement ébranlé tout ça, là, évidemment. Vous n'êtes pas le seul. Non, je suis pas vraiment pas seul dans ma gang, mais est-ce qu'il y a, tu sais, quand tu lis les articles scientifiques de tout ça, c'est quand même assez complexe. Le cas Truffaut et compagnie, et vous, évidemment. Avez-vous une vulgarisation faite, là, qui est un petit peu digestible? Oui, hey, j'en ai plein, mais sur mon ordi. On a, au début de l'année, en janvier, non, l'autre année, en janvier 2023, je pense, on a publié avec Denis Anger et Vincent Poirier un rapport pour le MAPAC, et ça s'appelle « Séquestrer du carbone organique dans les sols agricoles du Québec, enjeux, perspectives et défis ». Puis là-dedans, j'ai écrit une vulgarisation, un texte vulgarisé, très, très simple, avec des images assez éloquentes sur le nouveau paradigme de la stabilisation de la matière organique dans les sols. Et je prends le temps de bien expliquer aussi la différence entre la matière organique particulière et la matière organique fine. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'en fait, j'aurais tendance à dire que c'est plus simple que les acides fumiques, humiques, etc. Là. C'est ça. Donc, ce n'est pas des concepts qui sont vraiment complexes. En fait, ça revient un peu aussi à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux complexes organo-minéraux. C'est qu'avant, on disait que la matière organique dans le sol se stabilisait dans le long terme à cause de sa structure chimique. Hein? Les acides humiques étaient rendus tellement comme complexes chimiquement que les micro-organismes n'étaient plus capables de la dégrader. Tout ce qu'on s'est rendu compte, dans le fond, c'est que cette représentation-là qu'on avait de la matière organique stable dans le sol était beaucoup affectée par la méthode d'extraction. Hein? Donc, on mettait la matière organique, ce mélange-là de particules, on mettait ça dans l'acide fort. Exactement. Fait que là, il se passait des reconstitutions à même l'éprouvette, puis après, on faisait des extractions, puis on essayait de s'imaginer à quoi ressemblaient les molécules qu'on allait extraire finalement. Ce qu'on se rend compte, c'est que ces molécules-là, très, très complexes, il n'y en a pas une quantité significative dans les sols. Donc, la stabilité est expliquée par autre chose que la complexité chimique des molécules. Et ça, bien, c'est l'association physique aux particules minérales via la formation de complexes organominéraux et ou l'inclusion au sein des agrégats. Puis, à partir de là, c'est là qu'on dérive les espèces de termes comme la matière organique particulière ou la matière organique associée aux minéraux. Donc, la matière organique particulière, en fait, c'est seulement basé sur la taille. C'est-à-dire que plutôt que d'aller extraire avec des agents chimiques la matière organique pour essayer de faire des fractions plus homogènes, à la place, on prend des méthodes dites physiques. Donc, on va prendre le sol, on défait les agrégats de différentes façons qui peuvent nous permettre de défaire les agrégats. Puis là, on se retrouve avec juste des particules minérales et organiques qui sont, en tout cas, beaucoup moins agrégées qu'elles ne l'étaient, sous forme d'agrégats, donc des particules plus primaires. Et après, bien, on se dit, OK, bien là, j'ai comme un gros moton de plein de particules différentes. Là-dedans, il y a des résidus de plantes, il y a des résidus de micro-organismes, de la nécromasse, des protéines, il y a des... Bon. Fait que là, comment cette matière organique-là n'a pas tout le même rôle dans le sol? Fait que comment je fais pour l'interpréter maintenant? Bien là, c'est un peu simpliste, là, vous allez voir. Mais là, les scientifiques du sol, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que, bon, on va les séparer selon la taille. Fait que là, on prend ce gros mélange-là, puis tout ce qui est supérieur à 53 microns, c'est la matière organique particulière. Tout ce qui est inférieur à 53 microns, c'est la matière organique associée aux minéraux. C'est pas parfait. Il y a un peu des deux catégories qui se retrouvent dans l'autre. Mais, grosso modo, nous autres, on trouve que ça marche pas pire. Puis je dis nous autres, c'est pas juste nous trois, là. Fait que la matière organique particulière, dans le fond, les plus gros fragments organiques avec lesquels on se retrouve, bien, il y a beaucoup de composés végétaux là-dedans.
Parce que c'est ça qui est apporté au sol, donc des racines en décomposition, mais pas tout à fait toutes décomposées encore, et des feuilles en décomposition, mais pas tout à fait toutes décomposées. Bon, fait que la matière organique particulière, c'est surtout les apports de matière organique frais qui ont été faits au sol via les végétaux. Tandis que la matière, puis attends un petit peu, c'est la matière organique, donc qui va avoir un rapport carbone sur azote assez élevé, puis un taux de rotation dans le sol assez rapide, parce que c'est pas stabilisé, c'est juste de la nourriture pour les micro-organismes qui n'a pas été complètement utilisée encore. Tandis que dans la fraction plus fine, donc taille inférieure à 53 microns, bien là, on retrouve ce qu'on appelle la matière organique associée aux minéraux. Donc souvent, ça va être par exemple des petites particules d'argile, comme j'ai montré tout à l'heure, associées très fortement de la matière organique, donc des sous-produits par exemple de l'activité microbienne. Et ça, bien, pour nous, conceptuellement, ça correspond à la matière organique qui va être un peu plus stable dans le temps sur le long terme. Donc c'est pas nécessairement une matière organique qui a un cisurène extrêmement élevé. C'est plutôt le contraire. C'est ça qui est très intéressant. Ouais. On a juré que par la paille, puis par, ouais. même des bouts de papetière à 150. Oui. Bien, ça, dans le rapport, vous allez le voir, j'ai fait une figure en ce sens-là aussi. C'est comme si, tu sais, un bout de bois, là, c'est difficile à dégrader pour les micro-organismes. C'est comme s'il fallait qu'ils courent un marathon là, pour arriver à le dégrader. Puis là, quand on court un marathon, on respire bien plus. Tandis que une petite feuille verte, là, il reste assis, là, puis il mange ça. Puis il respire, il dépense pas mal moins d'énergie pour la dégrader, puis en faire des corps microbiens, des exsudats microbiens. Puis c'est cette matière organique-là qui a tendance à se coller aux particules minérales puis à se stabiliser dans le sol sur le long terme. C'est ça, l'impact de l'activité biologique dans les rhizosphères est extrêmement important. Oui, ça, la rhizosphère, c'est tout un autre univers aussi parce que les conditions sont très, très différentes dans la rhizosphère versus dans la matrice de sol, dans le milieu d'un agrégat, là, où l'eau puis les nutriments ont moins de chances de passer. Fait qu'effectivement, ça, c'est deux univers complètement différents dans le sol. Merci, ça. On les sort, Il est gratuit aussi hein, sur AgriRéseau, si jamais ça vous tente. On travaille fort là-dessus, fait que j'essaie de le valoriser au maximum. Oui? À quel point tu penses que juste en changeant les pratiques, on va réussir à vérifier la baisse de matière organique dans le sol? Ah, ça... Mettons qu'on ouais. prend les meilleures pratiques demain matin, tu penses que d'ici 100 ans, ça va être positif et on va régler? Parce que personnellement, je pense que la seule façon d'augmenter les... Enfin, pas la seule façon, il y a des jachères et tout ça à faire, mais ce serait de ramener du poids dans tout ça. Oui. C'est une très bonne question. Puis, tu sais, ma première question à ta question, ça serait au Québec? Parce que chaque région du monde a ses défis, là. Oui. C'est sûr que, comme je l'ai montré tout à l'heure, nous, on est en dynamique de perte. Hein? Fait que le gros défi, c'est que si on adopte une bonne pratique, on va peut-être diminuer la pente de perte, mais ça se peut qu'on reste en perte quand même. Fait que ça veut dire que pour certains, voire même plusieurs producteurs, peut-être que la grosse réussite, ça va être de diminuer les pertes. Pour d'autres, que ça fait longtemps qu'ils sont sur des systèmes très, très intensifs, des sols qui étaient très fertiles, mais qui ont perdu énormément de carbone, puis que là, ils ont atteint un certain équilibre, ça se pourrait qu'eux soient capables, en adoptant des très bonnes pratiques, d'augmenter leur stock de carbone. Sols plus lourds qui ont perdu énormément de carbone dans les derniers 100 ans, mettons. Donc, ça dépend vraiment du producteur, etc. Globalement, est-ce que je pense qu'on va vraiment comme séquestrer des quantités incroyables de carbone dans les sols au Québec dans les années à venir? Non. Pourquoi? À cause des tendances qu'on voit, les changements climatiques. T'sais, on est en climat froid et humide ici. C'est ce qui explique pourquoi on a des stocks très importants, mais c'est aussi ce qui rend ces stocks-là vulnérables à l'augmentation des températures. C'est qu'un de nos mécanismes de protection de la matière organique dans nos sols, c'est ça, c'est le fait qu'il fait froid. Fait que c'est sûr qu'en réchauffant, on risque d'être sur une tendance de perte. Après, c'est sûr que les systèmes agroforestiers, puis là, on ne parle pas juste d'agroforesterie intercalaire, mais on peut même penser à des bandes riveraines élargies ou arbustives, etc. Ça peut être des très, très belles façons de stocker du carbone, non seulement dans le sol, mais aussi dans la biomasse végétale produite. Ouais. Je pense entre autres au BRF. Je sais plus, tu vois, mais en tout cas, bref, il y a eu des projets de recherche, je sais que ce n'est pas toujours fructueux, important. Est-ce qu'il y a déjà eu une recherche qui a été faite de mettre le BRF directement dans le lisier, laisser absorber le liquide et le ramener au champ après? Et ça, je trouve ça vraiment intéressant comme question. Ouais. Parce que c'est sûr que ça ramènerait le césurène du bois raméal un peu plus faible. Mais je regarde Martin parce que c'est plus son genre de question peut-être qu'à moi. En tout cas, pas les conifères, certains.
Apostacide. Pas C'est nécessairement plein dans la de tannées, théorie. de phénol, tout ça. Bon, mais il n'y a pas de ça. Dans la théorie, ça n'a pas vraiment d'impact. Il me semble. Ouais. C'est sûr que ça va venir bouleverser un peu la façon que la matière organique va se décomposer. Là. En fait, ça va l'accélérer, fait qu'il y a plus d'azote. Ah, ben, je demandais juste s'il y avait des études, mais après, ce serait intéressant d'en faire une éventuellement. En bout de ligne, je ne suis pas sûr que ça change à long terme beaucoup sur, par exemple, la proportion de cette économie qui va rester dans le sol. Après, par exemple, Martin, le fait que le lisier soit absorbé directement, tu sais, il y a peut-être moins de volatilisation après à l'application, puis au niveau du bois raméal, ben, il va être utilisé plus efficacement par les micro-organismes. C'est peut-être pas fou, là. Il y a beaucoup d'aspects théoriques à regarder. Ouais. Après, encore une fois, ça prend presque, quand on se pose des questions comme ça, il faut presque faire des analyses de cycle de vie, là, parce que toute l'influence de, ben oui, OK, mais là, je fais ça où, quand, comment, puis après le transport au champ, c'est quoi le coût énergétique, puis le... Exactement, ouais. Ouais. Une dernière question. Quand vous avez présenté là, les différentes régions du Canada, j'ai vu que la Nouvelle-Écosse, ils copaient solidement. Pourquoi la Nouvelle-Écosse? Ils ont quand même beaucoup de prairies. C'est une excellente... D'habitude, c'est drôle que je me fasse poser ces questions-là, parce que d'habitude, je me fais demander pourquoi je pense que c'est l'île du Prince-Édouard qui est en vert. Je me fais demander, oui, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'il n'y avait juste pas assez de données, fait qu'ils ne sont pas du tout confiants de cette section-là du Canada. Mais j'avoue que la Nouvelle-Écosse, je ne l'ai pas regardée en détail. Sur le CRGV, l'île du Prince-Édouard, c'est autre chose. Oui, faudrait que je retourne voir, lire le papier. Je ne voudrais pas dire n'importe quoi. Ouais. Oui. Est-ce que l'augmentation des températures peut accélérer la dégradation de la roche? Ah, le taux de formation. Non, mais ce qu'il faut savoir, là, c'est que quand on parle du taux de formation des sols, il y a différents types de formation des sols. Là. Il y a des sols qui sont formés sur place par la dégradation de la roche. Ça, c'est très, très lent. Mais nous, nos sols agricoles sont surtout... on appelle ça des sols saprolites qui sont formés sur place. Nous, c'est plus des sols allochtones, donc qui ont été formés pendant les dernières grandes heures de glaciation par le déplacement des glaciers sur la roche qui ont fait des dépôts meubles qui sont beaucoup plus profonds. Donc, c'est un mode de formation qui a été beaucoup plus rapide que la formation de sol à partir de la roche. Mais les sols qu'on cultive, c'est très, très peu les sols, justement, saprolites qui ont été formés sur place. C'est plus les sols plus profonds qui ont été formés par ces grands événements glaciaires. Mais cela étant dit, s'il faut attendre une autre glaciaire avant de former des sols profonds, ben, on n'est pas sorti de l'auberge non plus. D'autres questions? Ça va comme ça. Donc, merci beaucoup, Marie-Élise. On peut l'applaudir. Merci beaucoup.